On est 100% indispensable, 100% jetable. On va y arriver, hein. Ouais. Je sais pas si je le connais. J'ai un peu trop Faut commencer quelque part. Pas mal là. Il m'aime bien, il veut m'entendre. Malgré tous les aléas qu'on a rencontrés là, ces derniers jours. Donc je crois que vous avez compris, mais l'horaire a été décalé parce qu'on a la venue de Darmanin. Pour ce rassemblement, c'est-à-dire qu'on avait prévu de se rassembler à 13h30 devant le rectorat. Il se trouve que Monsieur le ministre de l'Intérieur est en déplacement à Bordeaux pour ouvrir 140 postes de policiers sur Bordeaux. Donc du coup, on se pose la question, quel est le projet de ce gouvernement pour l'éducation? Est-ce que du coup, ça va être d'éduquer à coups de matraque et du LBD? Vu qu'ils ont été mobilisés sur la surveillance des E3C, on peut quand même se demander. Donc on est content quand même que vous soyez là, malgré tous les aléas qu'il y a pu y avoir. Il y a des gens qu'on ne connaît pas. Et du coup, on va peut-être essayer de faire un petit tour pour dire quels établissements sont là. Donc être AED et AP, c'est quoi? Les AED, les assistants d'éducation et les AP, assistants pédagogiques, sont parmi les personnels les plus précaires de l'éducation nationale. Malgré notre présence en permanence au contact des élèves, nous restons déconsidérés et dans une situation précaire. Nous sommes en quelque sorte couteau suisse de l'éducation nationale. Donc on prend en charge des tâches très variables. Les AED sont aussi aux premières loges pour recueillir les témoignages de viol, d'inceste, de harcèlement sexuel, de racisme. Et pourtant, on n'a pas de formation. Nous avons la possibilité d'exercer notre métier 6 années seulement, sans qu'il y ait de possibilité de reclassement. Sans VAE, par exemple? Non, pas de VAE. Donc nos compétences, en fait, elles s'acquièrent sur le tas, sur le terrain, mais elles sont jamais reconnues par l'institution. La seule possibilité proposée, c'est des concours, mais alors les places sont très restreintes, que ce soit en interne ou en externe. Des concours pour devenir professeur, CPE, prof des écoles. Bon, mais il faut savoir que quand on est en temps plein, préparer un concours d'éducation nationale, c'est pas gérable. Du coup, nos contrats sont généralement d'une durée d'1 an, ce qui fait qu'on travaille un peu dans la peur de ne pas être renouvelé l'année d'après. Dans l'éducation nationale, nous sommes à la pointe de l'avancée d'un processus de contractualisation. Donc cette contractualisation, elle démantèle les garanties associées au statut de la fonction publique pour toujours plus externaliser et flexibiliser le personnel. Comme souvent, il s'agit d'un métier très féminisé, environ 60% des AED sont des femmes. Du coup, la précarité des AED recoupe aussi la question de la précarité des femmes. Nous sommes en grève et en lutte du coup partout en France pour faire reconnaître notre profession, sa réalité et ses implications. Moi je vais passer avec mon micro si vous voulez bien, pour faire un peu des prises de témoignages et que vous parliez un peu des dysfonctionnements que vous rencontrez dans vos établissements. C'est toujours bien d'accumuler en fait les témoignages parce que ça permet de croiser ce que tout le monde vit et on s'aperçoit qu'en fait les problèmes ils se surajoutent les uns aux autres. Donc du coup, nous on était mandatés, on est allé à la coordination nationale des AED hier. La coordination avait appelé à une semaine morte des vies scolaires, donc c'était censé être une grève reconductible sur toute une semaine. Aujourd'hui, c'était plutôt conçu comme étant le temps fort pour les AED qui voulaient faire grève sur une seule journée, donc on l'a décliné aussi localement.
Bon, ce qui ressort globalement des discussions qu'on a eues avec les différents collectifs départementaux, il y avait quand même pas mal de grévistes, y compris aussi sur le début de la semaine. Bon, et que du coup, il y avait quand même un décalage malgré tout entre le nombre de grévistes et les gens qui viennent physiquement sur les piquets de grève. Et bon, il y avait un peu une difficulté à mobiliser, mais qui est tout à fait compréhensible, je pense, dans le contexte voilà, de crise sanitaire, de couvre-feu, etc., qui n'est pas forcément un contexte qui est favorable à, voilà, au déplacement, etc. Et puis, notre statut de précaire, c'est d'ailleurs ça qui pose un problème, notamment dans la mobilisation des AED. Mais c'est difficile de faire grève quand on a un contrat d'un an renouvelé par le chef d'établissement. Renouvelable, et pas toujours renouvelé, justement. Ouais. La pression à la non-embauche, à la plus suivante, c'est énorme. Depuis 2003, depuis l'avènement du statut d'AED, qui a remplacé le statut de l'ISE, qui était en vigueur depuis 1937, c'est la première fois en 18 ans qu'il y a un mouvement national de fond comme ça qui s'organise. C'est la toute première fois. Et c'est pas un hasard, c'est aussi parce que la précarité de notre statut, encore une fois, permet de faire pression pour qu'on ne dise rien. Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point de rupture où non seulement, effectivement, on s'aperçoit que la variété et l'intensité de nos tâches augmentent considérablement, mais aujourd'hui, en plus, la situation sanitaire vraiment agit d'une façon révélatrice sur nos conditions de travail et sur les responsabilités qu'on peut porter. C'est compliqué, je rejoins les collègues là-dessus. Nous c'est pareil, aujourd'hui on est 3 grévistes sur 5 ou 6 parce que voilà, financièrement tout le monde ne peut pas le faire. Nous on a voulu venir pour soutenir le mouvement parce qu'on trouve que notre situation d'AED est précaire. Aujourd'hui le boulot a énormément évolué et on est plus un peu des éducateurs. Il faudrait que le statut évolue et que nos salaires évoluent parce qu'on fait bien plus que tout ce qui nous est annoncé. Moi j'ai fait la grève du 1er décembre avec toute mon équipe, on était 100% de grévistes. Et il y en a qui sont parents et qui s'inquiétaient du coup à la place des parents de se dire bon ben on va peut-être les prévenir eux aussi, donc c'est ce qu'on a fait. C'est très très mal passé auprès de la direction, donc le lendemain de la grève on a eu droit à une réunion de service. Nous on pensait que c'était pour améliorer nos conditions de travail, pour que notre CPE entende nos revendications et que notre chef d'établissement entende nos revendications. Et en fait il s'est avéré que c'était plein de menaces, voilà. Comme c'est moi qui ai écrit le courrier, je me suis portée responsable. Et on m'a menacé de licenciement. Et du coup aujourd'hui je suis toute seule à faire grève parce que le règne de la terreur a bien marché. Mes collègues n'osent pas, on n'ose même plus en parler. Mais justement par rapport à la direction, c'est quand même compliqué, le proviseur c'est... je ne sais pas si vous connaissiez mais il y avait pour la travail, il y avait des grèves d'AED de Victor Louis qui avaient été du coup toutes licenciées à la fin de leur contrat, pas été renouvelé leur contrat. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore reçu de menaces directes de la part du proviseur, mais c'est latent quand même. Il y a toujours des conflits entre la vie scolaire et le proviseur pour des choses bénignes. Pendant quelques semaines, il y a eu un conflit autour d'où mettez le café, dans la salle des profs ou selon la salle de poste, non, le bureau. On suppose qu'il y aura sûrement des représailles à la fin de l'année, mais on n'a pas encore reçu de menaces directes. Mais c'est vrai que le proviseur, en tout cas, est très fermement contre tout le mouvement, contre tout en fait, contre le mouvement, contre nous, contre les élèves. Donc c'est assez compliqué à gérer, surtout qu'on a un bahut avec 2000 élèves, donc c'est compliqué de pouvoir gérer ça. Après effectivement on a un soutien des CPE, je dirais plus mitigé parce qu'effectivement ils sont pas forcément là et qu'il y a aussi des problèmes dans l'équipe CPE. D'ailleurs on a perdu en CPE récemment, donc on tourne avec un CPE en moins depuis c'est vrai que voilà, les AED on est un peu les mouchoirs des établissements où on fait un peu... on remplace un peu le tout venant de ce qui se fait, en plus de la surveillance, en plus de nos postes. Nous on a un internat avec 150 élèves. Voilà, donc ça fait pas mal de surcharge de travail et le protocole. Je pense que pour la plupart d'entre nous, en tout cas, on se sent pas spécifiquement, en tout cas, soutenu par notre hiérarchie. On est clairement des exécutants et on n'est plus dans ce rôle d'adulte référent qui est, je pense, un peu la source justement de notre travail, quoi. En fait, ce qu'on voit, c'est que la crise sanitaire, elle révèle et à la fois aussi elle amplifie des problèmes qui étaient déjà présents auparavant par rapport à notre situation professionnelle, surtout dans un contexte où en fait l'application des protocoles sanitaires est en grande partie la charge des AED. Donc on parle par exemple du respect de la tenue des masques, le roulement à effectuer dans les cantines selon les niveaux, etc. La distribution du gel hydroalcoolique à l'entrée. L'aération des salles. Ça c'est à vous de le faire. Voilà, tout ça c'est à nous de le faire. Il y a même certains établissements où dans les études permanentes où c'est les AED qui nettoient les tables avec le gel hydroalcoolique, etc. Donc en fait ça fait beaucoup de tâches qui s'ajoutent au caractère diversifié des tâches qui étaient déjà avant.
Et c'est assez peu délimité en réalité. Ce qu'il y a, c'est que le ministère a mis en place une sorte de renfort Covid, enfin voilà, un temps plein supplémentaire pour les établissements depuis février. Bon, déjà d'une part, tous les établissements ne s'en saisissent pas, et que d'autre part, même avec ça, il y a un certain nombre d'établissements qui se retrouvent souvent sous-effectifs. On a eu un renfort Covid au mois de février. Bon, le Covid, il est là depuis mars 2020, hein, donc bon, voilà. Et encore renfort à 60%. Et encore renfort 60%. Nous, on a du brassage d'élèves. J'ai des fermes à 90 gamins avec des classes différentes. Les tables sont pas désinfectées. Le réfectoire, c'est pas possible. Le quinconce, enfin, je sais pas où est-ce qu'ils ont imaginé leur protocole, mais clairement, sur le terrain, c'est complètement déconnecté. Nous, il n'y a rien de nettoyé, hein, je vous le dis. Hein. L'internat, il y a des bâtiments qui sont nettoyés qu'une seule fois par semaine. Les cantines, c'est la même chose. On fait passer par classe, mais bon, c'est hyper compliqué. Mais par contre, le mercredi, ils ont le droit de passer tous ensemble. Le soir, ils ont le droit de passer tous ensemble. Bon, il y a quand même quelques aberrations. Et donc, ce que vous disiez, c'est qu'il y a un renfort Covid, mais tous les établissements ne font pas appel à lui. C'est un renfort, c'est un renfort temporaire. Ouais. Ils ont souvent pris fin au mois de février. Donc, voilà, temporaire, extrêmement court, et puis par des gens, pas plus fort plutôt loin. Vous venez au lycée de la Mer d'avoir des AED qui ont été recrutés. On en a eu de décembre à février, mais en février, comme de par magie, la pandémie s'était arrêtée, donc on n'a plus ces personnels-là qui avaient été recrutés à 90%. Les protocoles, comme partout ailleurs, dans un premier temps, on a essayé de tout faire. On prenait la température à l'entrée du lycée pendant 3 semaines. D'un coup, c'était plus utile. On faisait forcément super attention à essayer de tout désinfecter. D'un seul coup, c'était plus utile. On faisait attention à ne pas mélanger les classes et d'un seul coup, c'était plus utile. Exemple concret, mois de décembre, toutes les formations de 2020 étaient annulées pour les enseignants. Elles ont été toutes reportées au mois de décembre, plus les formations de 2021. On s'est retrouvé avec des semaines où des gamins... Nous, on a un lycée quand même qui est très axé sur des métiers un peu spéciaux, enfin bon, les métiers de la mer, généraux, les techniques métiers et professionnels. On s'est retrouvé avec des gamins qui avaient cours de 8h à 9h le lundi et qui avaient cours qu'après que le jeudi, quoi. Interne. Alors je vous raconte pas comment on les garde le mardi, le mercredi, le jeudi. Très compliqué. Aucune solution proposée par la direction. Pas de sport. Là, ils ont même plus le droit de faire du skate dehors, ils n'ont plus le droit de jouer au ballon. Bon, là, ça devient intenable. Je vous dis clairement, c'est... Pour l'internat, nous, on n'a pas beaucoup d'élèves en internat, mais par contre, on a d'autres problématiques. Bon, le nettoyage, tout ça, on oublie. Les masques, c'est très compliqué parce qu'en plus, on a des classes sportives. Donc, c'est-à-dire qu'on a tous les rugby du Krebs, quasiment. Et du coup, en fait, toute la journée, ils jouent sans masque au rugby. Donc, allez leur faire porter le soir le masque. Après, à l'internat, je pense que c'est le plus gros souci niveau Covid. Et après, niveau social, on va dire que c'est pareil, on peut encore parler de formation. On a en majorité tout ce qui va être donc les classes sportives rugby. On va avoir tout ce qui est ESABAC et BACHIBAC, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les bacs étrangers là. Et après, on va avoir tous ceux qui ont des problèmes familiaux, etc. Donc parfois, ça peut être assez chaud. Et c'est vrai que c'est compliqué un peu à gérer entre le Covid, entre les masques, du coup, devoir le rabâcher tout le temps. Plus les élèves en difficulté familiale, on va dire, au bout d'un moment, nous, c'est pas qu'on est dépassé, c'est juste qu'on manque de personnes. Donc là, nous, on a décidé de faire grève. On est 4 normalement le soir et on est 3 à faire grève, donc l'internat est fermé ce soir. Donc après, est-ce qu'on aura des représailles? Je sais pas, parce que j'ai prévenu on cherche plus à qui la faute de le protocole, pourquoi il ne fonctionne pas, quelle est la solution adaptée. Quelle est la solution adaptée pour que le protocole fonctionne en fait. On n'a plus le sentiment de travailler, de travailler dans une équipe pluripro, tout simplement parce qu'on a l'impression que les gens se planquent et qu'on cherche le fautif aussi du fait que le protocole ne soit pas appliqué. Quoi. Ce qu'on pense, c'est que le gouvernement, là, pour répondre aux attentes et préoccupations du MEDEF, il laisse les établissements ouverts pour que les enfants, les adolescents, des travailleurs et des travailleuses soient pris en charge pendant la journée de travail. Mais le problème, c'est que du coup, il ne met pas les moyens nécessaires à la continuité de cette prise en charge. Donc il y a eu un article sur Mediapart qui est sorti. L'enquête en fait montre que dans certains établissements, les AED sont amenés à carrément prendre en charge des tâches de cours. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent
un truc qui a été autorisé, c'est-à-dire genre accompagner la conférence Zoom, etc. Donc, une sorte d'assistance, etc. Mais en fait, ça se transforme carrément en faire un cours de maths, cours d'anglais ou je sais pas quoi. La plupart des temps pleins se sont relayés au fur et à mesure pour faire, on va dire, le lien entre la prof qui était en visio chez elle tranquillement. Oui, bonjour, vous allez bien? Et encore plus dans le sens où c'était une classe difficile, donc il fallait vraiment un lien. Et pendant 3-4 mois, je pense que vous avez écrit des lettres, des mails. Madame Nota elle a relayé ça plusieurs fois et en fait il n'y a rien eu de plus. Hein. Alors là, depuis un mois, ça y est, ils ont fait venir une remplaçante, mais pendant 3-4 mois, les enfants, ils venaient en cours, ils en avaient marre. Ils ont passé 4 mois pour rien, comme vous dites. Ils sont tributaires en fait de tous ces choix politiques. Je vois encore Blanquer en train de faire ces trucs comme ça. C'est la nouvelle Corée. C'est une hérésie, ces trucs. Ouais. Pour l'externat, il y a aussi juste un truc à rajouter, c'est que vous parliez tous de formation un peu tout à l'heure, et c'est vrai que nous on fait par exemple des heures de tutorat. Je crois que t'en fais ou pas, je sais pas. T'en fais aussi. Et en fait, sauf que nous on n'est pas prof, et on n'est pas, dans notre contrat, il n'y a pas des heures de tutorat, d'accompagnement. Ça nous dérange pas de faire un contrat, je pense que ça nous fait tous plaisir de s'impliquer là-dedans. C'est juste qu'une petite formation comme ça pour nous aider à bien le faire, ce serait peut-être pas plus mal. Pour l'externat, je parle. Par exemple, le discours de Blanquer, je sais pas, mais c'est un peu, il essaie d'avoir un peu un discours rassurant par rapport à ce qui se passe dans l'éducation nationale, de dire oui, mais bon, voyez, en proportion, il n'y a pas tant de ça, plus de Covid dans les établissements que par rapport à la population générale. Ce qui ressort en fait des témoignages qui sont remontés dans la coordination nationale qu'on a discuté tout à l'heure dans les assemblées générales, c'est qu'il y a de plus en plus de classes qui ferment. Mais globalement, on n'a pas, ça paraît assez opaque la manière dont c'est comptabilisé, la Covid, etc. Ce qu'on voit, c'est que le 5 mars, au niveau national, il y avait 430 fermetures de classes et le 19, on en est déjà à 2018 fermetures de classes. Bon, je sais pas ce qu'il en est dans vos établissements, mais nous, on a 4 classes fermées actuellement, donc avec minimum 3 cas de Covid pour fermer les classes. Encore, peut-être que c'est peut-être mieux qu'ailleurs, dans le sens où nous, au moins, on ferme ces classes-là. Et puis on les a à l'internat, ces gamins-là, qui n'ont pas le droit de jouer au ballon, qui n'ont pas le droit de skater, qui ont en fait juste absolument rien le droit de faire, quoi. Masque de 8h, de 7h du matin jusqu'à le soir 22h. Du coup, on en vient à un statut de, on est leur bourreau, de fil en aiguille, honnêtement. Pour revenir au Covid, en fait, aujourd'hui, le protocole, on essaye de faire du mieux qu'on peut. L'année dernière, on désinfectait les enfants à l'entrée, les tables étaient nettoyées assez souvent, et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'est juste impossible en fait, entre ce qu'ils disent et la réalité. Je vous entends tous, c'est une absurdité. Enfin, moi je travaille aussi à côté dans une école avec des tout petits. Aujourd'hui, les parents nous emmènent les enfants sans les masques. Que dire, en fait, on a tous les mêmes problèmes. Hein. Le protocole sanitaire en termes de restauration, c'est presque impossible. Ils nous demandent de faire n'importe quoi, on perd tellement de temps. Les activités sportives, vu qu'on est en travaux, on a des difficultés. En début d'année, on avait vraiment des bagarres presque tout le temps. On a proposé de faire des activités sportives, donc on a vu pour de l'échec, du foot. L'échec, on a continué. Par contre, le foot, entre guillemets, il y a des profs qui se sont plaints parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un sport avec opposition. Donc, entre guillemets, par rapport à ce que dit l'État, le gouvernement, M. Blanquer, on n'aurait pas le droit. Donc on a décidé d'arrêter, sauf que depuis, on recommence à avoir des bagarres parce que voilà, les enfants, ils ont besoin de se dépenser. Hein. Vous parliez de bourreaux, on n'est pas des bourreaux, alors encore plus, nous, vu qu'on a cette problématique aussi là de RICS, on est quand même obligé d'être, ces bourreaux-là, en fait, hein, c'est dur à accepter, mais on est plus souvent sur l'autorité, un peu les flics, alors qu'au fond, moi en tout cas pas pour ma part, parce que moi je sais que je suis surtout dans un rapport de force, mais j'ai d'autres collègues à moi qui parlent beaucoup avec les enfants, et ils sont demandeurs que de ça en fait. Hein. Parce qu'il faudrait aussi reparler un petit peu de la situation que vivent les élèves aussi, parce qu'aujourd'hui on est dans une situation où je pense que pour nous tous c'est compliqué de faire le flic, à gueuler le masque à longueur de journée, à dire ceci, cela, en soi. Et on est avec des gamins aujourd'hui qui sont sous pression du fait de ce qu'on est tous en train de vivre. Et on a des gamins aujourd'hui qui sont dans la désobéissance. Il y a aussi le fait que comme on est au contact direct des élèves dans l'établissement, quelque part on pallie aussi au manque de personnel en termes de travailleurs sociaux, par exemple, d'infirmières scolaires et de psychologues. C'est aussi une crise économique et sociale qui par ailleurs a des répercussions sur la santé mentale des élèves. Donc, on a des tensions qui s'accroissent, etc. Mais c'est pas simple, on se mobilise pas simplement parce que c'est une charge de travail supplémentaire, mais aussi, et on le disait tout à l'heure à l'Assemblée Générale, c'est que
nous, on est aussi soucieux de la manière dont les élèves sont pris en charge dans les établissements et de la manière dont ils sont accompagnés. Dans tout ce qui se passe dans leur journée, c'est-à-dire ils se lèvent le matin, ils mangent, le soir on les a à l'internat, je veux dire on est avec eux quand ils vont se coucher, on partage leurs angoisses, enfin ils nous partagent en tout cas leurs angoisses, etc. Le truc c'est que là, moi c'est surtout pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que on est avec des gamins qui sont gentiment mais sûrement en train de péter une durite, clairement, et que vu que c'est nous les plus proches d'eux, parce qu'on va pas spécifiquement parler de notre hiérarchie, je veux dire que ça soit l'administration, nos CPE, etc., ils sont pas avec les gamins. Et du coup, tous, le fait que les gamins aillent pas bien en ce moment, nous on leur prend en pleine gueule, très concrètement. De fait que nous on est au front de cette situation, on est aussi les premiers coupables, parfois aux yeux des gamins. Et c'est une situation que du coup on est obligé de gérer quotidiennement. Les gamins n'en peuvent plus aussi quoi, de cette situation. Au final, il y a une incidence sur nous. Nous aussi, on n'en peut plus. On a peut-être plus la patience d'avoir un discours cohérent par rapport à la situation qu'on est juste en train de vivre en fait quoi. Un climat qui se tend puisqu'on est confronté tous les jours presque à des élèves qui font des crises d'angoisse, qui nous font part de leurs pensées suicidaires, qui ont des difficultés, que ce soit des difficultés financières ou personnelles ou même tout simplement une crainte pour l'avenir puisqu'ils sont confrontés à une réforme du bac depuis 2 ans qui n'avance pas et qui les laisse de plus en plus dans le flou. Et donc ça fait 2 ans qu'on entend les mêmes discours sur des élèves qui sont complètement paumés et qui ne savent pas ce qu'ils feront l'année qui vient. Et comme à Édouard Vaillant, on a des publics qui sont assez mélangés avec des enfants issus de catégories sociales plus aisées et d'autres moins. Donc assez récemment, pareil, on a été confronté à des problèmes de RICS avec la mise à l'abri d'élèves qui étaient menacés par une dizaine de mecs qui attendaient et qui menaçaient tous ses camarades de classe pour essayer de retrouver l'élève en question. Donc pareil, on a été obligé d'appeler la police pour essayer de pallier à ça, puisqu'on n'est pas formé pour ça, et même on n'a pas à se mettre en danger directement. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois aussi de mettre des enfants d'en protéger, et à un moment c'est même Madame Nota, notre CPE, qui nous a dit mais attendez, vous expliquez qu'en fait c'est pas notre rôle aujourd'hui, on a une famille derrière, c'est-à-dire que demain si on reçoit un coup de couteau en dehors de l'école, on n'est pas assuré. Enfin, on est tellement des fois dedans qu'on s'en rend pas compte, c'est que on peut pas sauver tout le monde et tout le temps. Donc, Mais on essaie aussi de s'assurer que ces élèves-là vont bien et ne sont pas en danger, et on se retrouve à se mettre en danger, que ce soit physiquement ou psychologiquement ou de manière médicale, puisque comme partout ailleurs, on est au contact. C'est quoi le salaire d'un AED ou d'un AP? Alors, c'est le SMIC. C'est très légèrement au-dessus du SMIC. Un AED à plein temps touche 1 237 € net par mois. Ça représente que 20% des contrats. Parce que c'est 80%. Le plein temps, oui. Les 80% des contrats. Okay. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Ah oui, quand vous me parliez tout à l'heure de la précarisation, elle n'est pas uniquement... c'est aussi des temps partiels. Bien sûr. À 80% des temps partiels. Oui, tout à fait. C'est un temps partiel qui vous est imposé, c'est pas parce que vous avez vos études par ailleurs ou... Non, ils sont imposés. On part du principe qu'on est étudiant ou que de toute façon on restera pas dans l'établissement. Donc c'est quoi, c'est 25 heures le contrat? Le temps c'est 20 heures. Ah ouais, ok. Et le temps plein il peut aller jusqu'à 41h30. Donc on est censé faire 41 heures semaine, on a les internats, on sait que l'internat, les nuitées sont comptabilisées seulement 3 heures du coucher au lever des élèves. En présentiel dans le lycée par semaine, malgré les vacances, etc., je fais 54 heures par semaine en présence dans le lycée. Donc, Dans les faits, jamais droit aux supplémentaires payés, je veux dire. Ouais. Évidemment, les heures supplémentaires sont faites. Elles sont faites, ouais. Quand il y a des besoins, des urgences, évidemment, on est obligé de le faire. Il y a un truc qui me semble aussi important, c'est pour les zones d'éducation prioritaire. Il y a normalement des primes REP et REP+, qui devraient être attribuées, et les AED sont parmi les seuls personnels de l'éducation nationale à ne pas en fait, toucher ces primes. Par exemple, quand mes collègues nous racontaient qu'ils racontaient ça aux professeurs, les profs ils n'en revenaient pas que les collègues ne touchaient pas ces primes, par exemple. Nous, par contre, on a des grosses problématiques avant de parler du Covid. Nous, déjà, on fait partie d'un quartier assez compliqué. Je sais pas si vous avez su, il y a un jeune qui est mort par rapport à une crise de quartier. On a des bagarres, on a le collège qui est en travaux.
début janvier, on avait 2 personnes de la police qui étaient avec nous à l'entrée du portail, dans le sens où on avait peur de représailles. Aujourd'hui, on a encore un enfant qui a reçu, comment dire, on va le dire, hein, d'un coup de couteau. Après, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Donc nous, on a déjà des plus grosses problématiques que le Covid. Aujourd'hui, c'est pas le premier de nos soucis. On est encore plus là pour revendiquer en fait la prime REP qu'on n'a pas du tout, alors qu'au fond, nous, on est réellement confrontés. Alors autant vous avez des menaces entre guillemets de vos directeurs, après j'en reviendrai peut-être plus tard. Au niveau de nos CPE, ils nous soutiennent dans tout ce qu'on fait, ça c'est sûr. Quelle légitimité on a, de par nos statuts, à s'occuper de ces gamins-là? Moi, je suis éducateur spécialisé de formation. Des gamins qui vont pas bien, je dis, j'en ai connu, j'en connaîtrai encore, etc. Là, on est sur une espèce de masse de... Je sais pas combien vous avez d'élèves dans vos bahuts. Nous, on en a 1300. Je peux te faire une liste de gamins qui, clairement, ne vont pas bien à cause de la situation. Et que, du fait de notre proximité avec les gamins, on est obligé d'y pallier d'une manière ou d'une autre, au-delà des protocoles sanitaires et au-delà de tout ça. On le fait parce qu'on est des êtres humains avant tout, pour que les gamins continuent d'exister et de vivre leur adolescence aussi, quoi. Parce que là, c'est les plus belles années de leur vie qui sont en train de... Enfin, qu'on est en train de leur arracher, quoi. Et c'est surtout ça, moi, que je voudrais porter, en fait. Et qu'à un moment donné, il faut que le métier d'AED soit un métier où on a besoin d'être formé, où on a besoin du fait de cette proximité justement qu'on a avec les gamins. Un vrai statut parce qu'on a évolué sur nos fonctions. C'est les gamins et les problématiques qu'ils ont qui induisent le fait qu'on a besoin d'un statut, et non pas l'inverse, tu vois. Et voilà quoi. Je pense que pour ce mouvement en tout cas et toutes ces discussions qu'on a, il faut partir de la problématique des gamins. Pour revenir sur ce que tu dis, il faut qu'on parle du problème des gamins, c'est certain parce qu'on est là pour les gamins. On s'est engagé en tant qu'assistant d'éducation pour être avec des élèves. On savait très bien où on allait. Quand on va dans un établissement scolaire, on n'est pas là pour faire du soutien psychologique aux profs, évidemment. On est là pour les élèves. Donc oui, c'est effectivement une partie de nos revendications, c'est de dire que on cherche un nouveau statut, le statut d'éducateur scolaire, évidemment pour nous, en tant que personne, parce qu'on a envie que notre métier, on a envie que notre investissement, eh bien, il soit reconnu d'un point de vue institutionnel par un véritable statut. Mais évidemment, la première chose qu'on a envie de mettre en avant, c'est que nous, si on est dans des meilleures conditions de travail, si on bénéficie d'une formation, si on bénéficie d'un véritable statut, d'une protection, d'un CDI ou d'une titularisation comme on le demande, etc., c'est évidemment, d'abord et avant tout pour qu'on soit les meilleurs professionnels possibles auprès des élèves. Les parents d'élèves, de ce point de vue-là, nous soutiennent et sont parfaitement conscients qu'évidemment, si nous, on est dans une meilleure situation, si on nous accorde de meilleurs droits, si on nous accorde une meilleure formation, de meilleurs salaires, etc., eh bien nécessairement c'est sur les élèves que ça va rejaillir et nécessairement c'est sur l'encadrement de façon générale et le bien-être des élèves, de tous les élèves, que ça va influer. Donc oui, évidemment il y a des particularités dans chaque lycée, dans chaque collège, donc nécessairement les problèmes sont particuliers à chaque établissement, mais ils se recoupent tous d'une façon ou d'une autre. Et ce que vous décrivez au lycée de la Mer à Arcachon ou ailleurs, ou à Édouard Vaillant, c'est des choses qu'on retrouve à toutes les échelles. Alors pas forcément avec la même intensité partout. Moi je suis dans un lycée de centre-ville, je suis à Camille-Julien, c'est beaucoup plus calme, mais on n'a pas les mêmes problèmes que vous, ou en tous les cas quand on les a, c'est pas avec la même intensité. Mais c'est pas grave, vous avez raison de parler de ça, il faut parler de ça, et tous ceux qui n'ont pas forcément eu l'occasion de prendre la parole, c'est très bien que vous le fassiez aujourd'hui pour nous faire part de tout ce que vous vivez. Il y a une éducation aussi de la création de 2 nouveaux corps statutaires. En fait, du coup, j'en sais rien, je suis pas sûr d'avoir compris, mais du coup, il y aurait un truc qui serait plutôt un statut d'étudiant surveillant. Parce que là, j'imagine que si on est ici, ceux qui sont ici, a priori, ils sont plutôt convaincus, plutôt engagés, on partage pas mal de trucs. Il y en a, on sait que c'est transitionnel, je sais pas, déjà de toute façon il y a plus de 6 ans, mais en tout cas ce que je veux dire c'est qu'ils sont là parce que ça permet de manger, de payer le loyer, etc. Et à côté par contre ce deuxième statut qui serait un statut de personnel de vie scolaire, d'éducation et d'animation, pour rebondir sur ce que tu disais et sur ce que vous disiez à Édouard Vaillant, en fait il faut savoir que il y a des animateurs socioculturels, il y a des éducateurs de rue, des éducateurs spécialisés. En plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont, dans les AED, qui ont fait un IUT animation, qui sont éducateurs, qui sont médiateurs. Et en fait, c'est un peu drôle de dire ça, mais j'ai un peu l'impression, moi je suis là que depuis janvier à Émile-Combes, donc je découvre, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu une église, l'école, le collège, le lycée, c'est-à-dire qu'en soi, il y a des choses on ne peut pas ouvrir et il y a des choses on ne peut pas les faire entrer non plus. Donc là, forcément, le protocole sanitaire, je pense que c'est une bonne excuse pour qu'il n'y ait plus aucune activité et vraiment des échanges très restreints. Parce que c'est très important que les AED qui du coup seraient un petit peu plus dans cette vocation de
personnel de vie scolaire, éducation, animation, tout ça, aille vers les travailleurs sociaux des quartiers concernés, et de même que les travailleurs sociaux des quartiers aillent aussi vers les AED, parce que je pense qu'il y a aussi une méconnaissance des travailleurs sociaux de ce qui est réellement la fonction de l'AED, et inversement. En fait, le statut pour les étudiants, je pense qu'il est valable uniquement sur les grandes métropoles, parce que quand tu prends tout ce qui est milieu rural, déjà en termes de moyenne d'âge, parce que tu n'as pas les centres, enfin les universités, tout ça. Et le problème aussi, c'est que pour faire converger ça, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais donc les psychopes, leur statut a été modifié, les infirmières, on ne va plus en avoir sur place. Donc en fait, ça n'a pas l'air d'être du tout la ligne conductrice du gouvernement actuellement. C'est-à-dire que maintenant, on va encore plus rester cloîtrés dans nos vies scolaires et pas pouvoir avoir des chances, parce que ces personnes-là, que ce soit assistantes sociales ou psy ou infirmières, déjà, elles sont très rares parce qu'elles sont sur plusieurs établissements. Mais alors là, elles vont carrément être inexistantes et ils vont être carrément inexistants. Et là, on n'aura plus de personnes pour nous guider dans nos pratiques professionnelles, à qui poser des questions quand on rencontre ce genre de problématiques avec les enfants, quoi. La professionnalisation avec un droit à la formation professionnelle, un diplôme d'éducateur scolaire, délivré soit par validation des acquis et de l'expérience, soit automatiquement si plus de 2 ans d'ancienneté. La rémunération et la majoration de toutes les heures de nuit en internat, la réduction du temps de travail à 35 heures, la fin des temps partiels imposés, un recrutement massif d'AED et bien sûr la prime REP plus Covid. Y a-t-il des points sur lesquels vous vous posez des questions, sur lesquels vous n'êtes pas d'accord? Pour l'internat d'arrêter d'être payé 3 heures alors qu'on en fait 8. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Ça peut être voilà. Et puis quand on travaille le dimanche aussi accessoirement, quoi. De façon évidente, si on revendique quelque chose pour nous, pour notre statut, c'est aussi pour les gens qu'on accompagne, c'est aussi pour tous ces gamins en difficulté, qui le seront, qui le sont peut-être plus, qui le seront encore. On sait pas, enfin on connaît évidemment toutes les situations des gamins et puis des élèves, évidemment on sait qu'en ce moment c'est extrêmement particulier, c'est extrêmement compliqué. Et ça montre encore plus cette crise sanitaire, elle agit comme un révélateur pour montrer que encore plus aujourd'hui nous sommes encore plus indispensables que d'habitude et la réforme de notre statut est encore plus indispensable qu'avant. Et voilà, c'est en ça que nos destins sont liés. Et national en général, c'est plus des revendications portées sur les enseignants, même s'il y a des organisations syndicales qui n'oublient pas de mentionner les PIEN, les CPE. Mais c'est rare aussi que vous ayez vu des mouvements proprement CPE aussi, parce que je crois que voilà, en vie scolaire, on a aussi une conscience professionnelle, un amour du métier, un amour des gamins, qui fait qu'on tient bon de faire les dents. Récemment, on a vu notre inspecteur qui nous a demandé comment on allait et qui a insisté pour savoir comment on allait. Donc la réponse que je lui ai faite, c'est que je ne pose pas la question, parce que si je commence à me la poser, il me perd, c'est fini. Donc voilà, vous dire qu'on est solidaires, on a été à votre place avant vous, que le Covid nous a bien compliqué la vie à tous, mais je crois aussi que sans le Covid, peut-être qu'on ne serait peut-être pas tous là. Et ben bravo à vous. Allez, tout le monde devant la banderole. C'est pas très nombreux, on va pas. J'ai pas peur les gens. J'en ai pris plusieurs.